Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Anne Brunira, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée de Lyon avec une grosse actualité. Aujourd'hui déjà sera voté le délit d'homicide routier pour lequel vous avez plaidé. Pourquoi c'était important de créer une nouvelle catégorie d'homicide? Parce qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un tue une personne sur la route, l'homicide, puisque c'est de ça dont il s'agit, est qualifié toujours d'homicide involontaire, et ce, quelles que soient les circonstances de l'accident. Or, la plupart, hélas, des homicides routiers sont liés soit à une vitesse largement excessive, soit à la consommation d'alcool ou de stupéfiants avant de prendre le volant. Or, ces conduites-là sont des conduites à risque, des conduites dangereuses, mais des conduites délibérées. Personne ne vous oblige à boire et encore moins à prendre le volant après avoir bu. Et donc, qualifier les homicides sur la route avec au moins une de ces circonstances en homicide routier et non plus en homicide involontaire mettra l'accent sur la conduite dangereuse du chauffard et nous le pensons aura un effet lors des procès sur les peines demandées. Et finalement, c'est une loi qui pourrait passer avec un relatif consensus. Alors nous l'espérons parce que la sécurité routière, c'est quand même l'affaire de tous, l'affaire de tous les députés. C'est une proposition de loi qui est déjà à la base transpartisane avec 7 groupes politiques impliqués. Donc nous espérons avoir le vote le plus large possible ce soir ou demain. Alors c'est peut-être un peu le seul sujet qui fait vraiment consensus dans l'actualité. On est évidemment en période de colère du monde paysan, du monde agricole. Comment vous la comprenez, vous, cette colère? Alors moi, je suis ingénieure agronome de formation. C'est vrai que dans ma circonscription à Lyon, je m'occupe peu d'agriculture, mais comme c'est mon métier, je suis beaucoup ces sujets. Je connais bien la politique agricole commune. Et ce que j'entends là, c'est d'abord ce qui est assez marquant, c'est bien sûr la liste des demandes des agriculteurs qui est extrêmement large. Et je pense que c'est ce qui fait aussi la difficulté de la discussion et la difficulté de la recherche de solutions, puisque certaines critiques des agriculteurs touchent la politique agricole commune et donc la politique européenne et va devoir être défendue au niveau européen. D'autres sujets touchent par exemple à la retraite. La retraite des agriculteurs, c'est un sujet très important. C'est vrai qu'ils ont très souvent des petites retraites. Nous avons travaillé sur le sujet en créant la retraite minimale à 1 000 € et nous sommes en train de faire une analyse en fait, de l'effet de cette loi. Ça demande un peu de temps et on sent bien que les agriculteurs demandent des mesures immédiates. Donc, je pense que le plus important, c'est les annonces du Premier ministre, qui étaient déjà intéressantes, notamment sur le GNR, qui est une très grande demande des agriculteurs, et ensuite un suivi des mesures dans les faits, parce que c'est ce que demandent les agriculteurs. C'est la mise en œuvre des actions. Non routier. Oui, pardon, le gazole non routier. Dont la taxe va augmenter, donc c'est plus un enjeu de retirer ce gasoil de la consommation. Ben oui, c'est vrai que nous avions longuement hésité sur le gazole non routier, sur effectivement sa taxation. Ce qu'il fallait savoir, c'est que cette taxation, elle devait servir ensuite aux agriculteurs pour accélérer leur transition écologique. Donc effectivement, je déplore que cet argent, nous l'ayons plus de cette façon, mais je comprends leur demande à un moment qui est extrêmement compliqué pour eux, avec des charges qui augmentent et des coûts des matières premières qui n'augmentent pas en parallèle. Ce qui a été pointé, c'est qu'une taxe, ça sert à faire une transition, mais en l'occurrence, il n'y a pas beaucoup de tracteurs électriques, donc c'est une taxe qui est surtout une taxe. Bah, c'est sûr qu'ils n'ont pas, pour l'instant, tout ce qui est poids lourd et gros véhicules. La transition écologique, c'est beaucoup plus dur, même si avec des solutions comme l'hydrogène et d'autres, on travaille sur les poids lourds. J'étais à Saint-Bio il n'y a pas longtemps et ils travaillent aussi sur des solutions pour les poids lourds, mais ce n'est pas encore le moment. Et aujourd'hui, ils ont des taxes effectivement importantes qu'ils ne veulent pas payer. Et on a entendu la demande et c'est pour ça que le Premier ministre a fait cette annonce. Alors, on entend aussi beaucoup critiquer la politique européenne commune, politique qui est quand même largement mise en œuvre par la France, qui est leader sur ces sujets-là. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de choix? Est-ce qu'il ne faut pas à un moment donné choisir entre les exportations de champagne et les importations de fraises d'Espagne ou du Maroc qui sont faites avec des conditions sociales? En fait, il y a deux sujets dans votre question. La politique agricole commune, effectivement, la France et donc les agriculteurs en retirent 10 milliards d'euros, 10 milliards d'aides. Donc c'est très important pour eux. Ça les aide bien sûr à vivre et ça complète leurs revenus. En compensation, il y a beaucoup de contrôles, je les connais bien, mais l'Europe veut s'assurer, et on la comprend, et la France fait de même, que les aides distribuées aillent à bon escient vers le bon agriculteur. Quand vous parlez par contre des importations-exportations, là où on a des problèmes, c'est qu'on a des cultures qui sont beaucoup moins aidées que d'autres. C'est le cas par exemple des fruits et légumes, et qui sont en concurrence aujourd'hui immédiate avec des produits d'autres pays. Et c'est là, je pense, où est la marge de progrès pour la France, d'essayer de réfléchir aux contraintes que l'on donne à nos agriculteurs pour qu'elles soient équivalentes à celles des agriculteurs des autres pays européens.
Juste avant les vacances, l'actualité, c'était la loi immigration. Vous aviez choisi de ne pas la voter parce que vous avez lu une forme de préférence nationale dans cette loi. Vous faites toujours partie de la majorité? Oui, je fais toujours partie de la majorité. J'ai expliqué ce vote contre la loi immigration, notamment du fait de mes combats anciens et actuels pour les étudiants internationaux, pour l'attractivité de notre enseignement supérieur et de notre recherche. Et les mesures introduites par les sénateurs sur les étudiants étaient vraiment à l'encontre de ce que je porte et de ce sur quoi je travaille. Et je ne suis pas la seule, le gouvernement aussi, depuis 2017 et même avant quand j'étais adjointe à la vie étudiante et aux universités à Lyon. Donc j'ai expliqué mon vote, je n'étais pas la seule à voter contre, d'autres collègues se sont abstenus, nous en avons discuté dans le groupe et bien sûr que je fais toujours partie de mon groupe Renaissance et avec beaucoup de plaisir. Vous avez vu que vos collègues qui aussi ont émis des doutes au sein du gouvernement ont plutôt été systématiquement écartés depuis le remaniement. Est-ce que l'aile gauche est marginalisée dans la Macronie? Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, puisque la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Sylvie Retailleau, qui avait pourtant donné sa démission à l'issue de la loi immigration, a été reconduite. Et il faut attendre la suite du gouvernement que nous aurons fin de semaine. Donc, non, il n'y a pas eu de chasse aux sorcières parmi nous. Vous espérez un rééquilibrage à ce moment-là? Moi, j'attends. Je suis, comme beaucoup d'entre nous, je pense, curieuse de voir comment sera composé le gouvernement avec des secrétaires d'État qui nous manquent aujourd'hui sur des sujets primordiaux comme par exemple le logement ou encore le handicap ou l'enfance, qui sont des sujets sur lesquels je travaille quasiment quotidiennement. Et vous attendez qu'on vous appelle? Alors, je n'attends pas qu'on m'appelle. Je crois que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je suis en plein sur ma loi sur l'homicide routier, qui est une loi que je porte depuis 2016. Donc, je suis très concentrée sur ma loi. Nous verrons de quoi demain sera fait plus tard. On se demande encore de quoi est faite la Macronie. Est-ce que, comme l'avait dit Rachida Dati, c'est un rassemblement de traîtres de gauche et de traîtres de droite? Alors, je laisse à Rachida Dati ses propos. Notre nouvelle ministre, je sais, notre nouvelle ministre de la Culture. Moi, je suis à la commission culture, donc je vais attendre de la voir et de travailler avec elle pour voir ce qu'il en est. Pour moi, d'abord, je n'aime pas ce terme de Macronie. On ne parle pas de Mélenchonie, par exemple. Donc, nous sommes la majorité présidentielle. Je suis dans le parti Renaissance. Je suis dans un groupe de députés avec effectivement des députés qui viennent de la droite, des députés qui viennent de la gauche, mais qui sont venus là pour travailler ensemble et dépasser les clivages. Moi, je crois que ça, c'est toujours possible, c'est toujours nécessaire. Et je porte d'ailleurs une proposition de loi transpartisane. Je pense que nous devons être capables, nous, personnalités politiques, hommes et femmes politiques, de dépasser nos clivages partisans pour des progrès pour les Français. Je vais remonter sur votre fil Twitter. Vous continuez de retweeter les messages de l'ancienne ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak. Oui. Pas encore ceux de Rachida Dati. Eh bien non, pas encore, mais c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé avec Rima Abdul-Malak. C'est une ministre que j'ai beaucoup appréciée. J'étais très peinée de voir qu'elle n'était pas reconduite au sein du gouvernement. Elle a aussi beaucoup travaillé pour l'Arménie, et vous savez que je suis membre du groupe d'amitié France-Arménie. C'est très important pour moi, mais je vais suivre ma nouvelle ministre de la Culture comme députée de la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation. Un soutien sans faille alors? Non, pas un soutien sans faille. Moi, je suis toujours dans un soutien critique. Je sais dire quand je ne suis pas d'accord, je sais voter contre quand je ne suis pas d'accord, mais je ne fais pas de procès d'intention. J'attends de la juger sur acte. Elle a une feuille de route qui est très intéressante, qui est la culture pour tous et partout. Je partage totalement cette feuille de route, donc j'attends de la voir à l'action. Je me souviens que Rima Abdul-Malak a été caluirarde. Est-ce que c'est une personnalité qui pourrait compter dans l'agglomération? Est-ce que vous l'invitez à venir? Alors, c'est quelqu'un que je revois avec beaucoup de plaisir. Nous avons convenu de rester en contact. Je ne sais pas ce qu'elle voudra faire pour Lyon, mais moi, j'invite toutes les personnalités qui le souhaitent à venir à Lyon, visiter notre ville et nous aider à la développer et à porter nos projets. Juste un mot pour finir sur le mode de scrutin des prochaines élections municipales. On a compris qu'en raison de la situation parisienne, elle serait sans doute modifiée dans l'année. Est-ce que Lyon a vraiment intérêt à modifier la loi PLM? Alors c'est vrai que le sujet est parti de Paris, de collègues députés parisiens qui veulent revenir sur ce mode de scrutin PLM, sachant que des collègues marseillais avaient déjà fait des propositions de loi dans le passé. Il est sûr qu'aujourd'hui, nous avons un problème démocratique à Paris, Lyon, Marseille, puisque le maire n'est pas élu comme dans n'importe quelle autre commune de France.
Maintenant, il nous faut trouver un mode de scrutin qui convienne aux 3 villes. Moi, je travaille sur le sujet pour porter les particularités lyonnaises, pour que Lyon soit bien traité à la hauteur de sa ville et de sa métropole, qui est notre particularité, cette métropole qui est élue au scrutin direct en même temps que la mairie. Et vous plaidez pour 3 scrutins? Alors, je ne sais pas encore, en fait, honnêtement, hein, comment nous allons atterrir, parce que les villes sont différentes, mais les métropoles aussi. Paris et Marseille ont des métropoles qui sont toujours désignées au fléchage, comme avant, alors qu'à Lyon, nous avons un scrutin pour la métropole de Lyon. Honnêtement, aujourd'hui, il est trop tôt pour vous dire si nous arriverons à trouver un mode de faire identique pour les 3 villes. Nous avons plusieurs solutions à l'étude et nous sommes en train de demander des expertises juridiques. Anne Brunira, je vous remercie. Merci. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.